Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle chronique de l'Amérique latine de l'Iris que je vais consacrer cette semaine à l'élection présidentielle vénézuélienne qui se tiendra le 28 juillet. Et donc je voudrais un petit peu faire un point sur, le moment où on en est dans la préparation et de cet événement qui, une fois qu'il se tiendra, devrait être assez commenté en Amérique latine et d'une manière plus générale au niveau international, eu égard à, l'importance, entre guillemets, de la crise, comme on dit, vénézuélienne en Amérique latine et au-delà, avec tous ces liens, bien sûr, avec la géopolitique internationale, États-Unis, Russie, Chine, etc. Donc, on va faire un petit point là-dessus. Alors, le 28 juillet vont se tenir des élections présidentielles qui ont été l'aboutissement d'un long processus chaotique sur lequel je ne vais pas revenir intégralement, ce serait trop long. Mais finalement, le Conseil national électoral vénézuélien a établi cette date du 28 juillet pour organiser cette élection présidentielle qui va donc mettre en jeu le troisième mandat, la tentative d'un troisième mandat pour Nicolás Maduro, le président vénézuélien dont on connaît à la fois les points d'appui mais aussi tous ceux qui récusent sa légitimité au pouvoir. Il a été élu en 2013, réélu en 2018 et donc il va tenter un troisième mandat en 2024 pour une durée de 6 ans comme il en est dans la constitution vénézuélienne. Et en face de lui, il aura 12 candidats qui vont se présenter également. Certains sont d'anciens candidats à la présidentielle, certains sont des opposants un peu historiques au chavisme au Venezuela, d'autres sont plutôt des dissidents des oppositions, puisque l'opposition vénézuélienne, elle aussi, connaît depuis une vingtaine d'années une trajectoire très houleuse qui aboutit à ce qu'elle soit très divisée, fragmentée, avec des oppositions dans l'opposition, des oppositions qui sont prêtes à dialoguer avec le chavisme, d'autres pas. Bref, il y a un peu de tout cela dans ces 12 candidats. Il y a également, je le signale, un candidat dont il faudra suivre la trajectoire qui s'appelle Javier Bertucci, qui ne dira pas grand-chose aux gens qui nous écoutent ici, mais qui est un pasteur, un évangélique, et qui, là aussi, avait déjà eu pas mal de suffrages à l'élection de 2018. Au Venezuela, comme ailleurs en Amérique latine, les courants évangéliques comptent désormais dans la vie politique nationale et ce dernier va donc se présenter le 28 juillet. Mais celui dont tout le monde va parler en termes de candidat de l'opposition au chavisme, c'est Edmundo González Urraca, qui est un ancien diplomate vénézuélien qui avait été diplomate en particulier en Algérie et en Argentine en particulier, et qui va être le candidat de ce qu'on appelle la MUD, c'est-à-dire la table de l'unité démocratique au Venezuela, qui rassemble l'essentiel, disons, de l'opposition de centre-droite et de droite, du centre-droit et de la droite vénézuélienne, et de la droite dure d'ailleurs aussi, et qui va sur le fil qui est devenu le candidat de cette coalition face à Maduro, en l'absence de María Corina Machado, qui était la candidate que tout le monde attendait, qui avait aussi un parcours très très important et très houleux au Venezuela depuis les années 90, les années 2000, qui par ailleurs avait refusé de participer à une négociation pour des accords entre le chavisme et l'opposition, ce qu'on va appeler l'accord des Barbades, je vais y revenir, qui a été signé en octobre 2023 et qui est la base du processus électoral qui nous emmène au 28 juillet, mais elle avait refusé d'y participer tout en participant aux élections des primaires de l'opposition qu'elle avait écrasées, puisqu'elle avait eu plus de 90% des voix, mais elle a été inhabilitée par le Conseil national électoral. Donc là aussi, c'est une guerre institutionnelle et juridique entre le chavisme et elle, puisqu'elle n'avait pas signé les accords de la Barbade, et donc la justice administrative vénézuélienne a considéré qu'elle ne pouvait pas être habilitée à la présidentielle puisqu'elle ne faisait pas partie des accords en question, mais elle avait gagné la primaire. Donc son éviction est évidemment fortement, controversée, contestée au Venezuela, ailleurs dans le monde, etc. En tout cas, elle a renoncé. Et c'est M. González Urraca qui a pris sa place en quelque sorte, elle le soutient de manière très très importante, et c'est lui qui va donc s'opposer de manière centrale à M. Nicolás Maduro, donc le président du Venezuela. Alors qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui dans ces conditions-là? Alors les accords de la Barbade ont été signés en octobre, ils devaient donner un plan de route pour préparer une élection qui soit reconnue
par l'ensemble des institutions internationales et de la communauté internationale. Certains considèrent que les accords n'ont pas été respectés de la part du gouvernement sur un certain nombre de points. D'autres considèrent que l'essentiel des points sont respectés et donc on peut aller à l'élection. Là aussi, il y a un peu toutes les positions. Et en tout cas, celle des États-Unis, qui compte beaucoup pour la question vénézuélienne, c'est que Washington avait décidé, après avoir assoupli les sanctions qui pèsent lourdement sur l'économie vénézuélienne, en particulier pétrolière, mais pas que, depuis maintenant à peu près 10 ans, depuis que Barack Obama avait commencé à mettre des sanctions sur le Venezuela, qui ont été lourdement aggravées ensuite par Donald Trump et qui n'ont pas été, disons, touchées par Joe Biden, sauf dans la période que je viens de vous indiquer après les accords de la Barbade, qui avait pendant 6 mois permis en gros que des entreprises pétrolières, à commencer par les américaines, puissent revenir travailler au Venezuela pour y prendre le pétrole et le gaz dans le contexte de la guerre ukrainienne, pour pouvoir substituer un petit peu aux offres russes en matière énergétique. Eh bien, les Américains avaient annoncé que comme Mme Machado n'était pas candidate, eh bien, ils finalement mettaient un terme à l'assouplissement de leurs sanctions. En fait, ils ne l'ont jamais vraiment fait. Ils l'ont fait, mais pas complètement, puisqu'ils ont permis quand même que des sociétés pétrolières, à commencer par les Américaines encore une fois, puissent avoir une dérogation au redurcissement des sanctions. On peut le dire comme ça, en particulier pour l'entreprise Chevron, par exemple, qui continue quand même d'avoir une licence spéciale pour pouvoir travailler. Donc le fil n'a jamais été rompu. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça? Parce qu'il y a aujourd'hui, et c'est ça l'actualité, 2 choses nouvelles. La première, c'est qu'à partir du 4 juillet, la campagne officielle va commencer au Venezuela, avant le vote du 28, première chose. Et deuxième chose, le président Maduro a annoncé qu'il était prêt à reprendre des négociations bilatérales avec les États-Unis pour arriver à un accord avec eux sur la relation entre les États-Unis et le Venezuela. Étant entendu que d'un côté, pour les États-Unis, il s'agirait que le Venezuela permette des élections qui, de son point de vue, permettent une victoire finalement de l'opposition au chavisme, et puis du côté vénézuélien, et qui voudrait voir exploiter le pétrole vénézuélien, comme je le disais, et puis du côté vénézuélien, l'exigence, c'est une levée des sanctions pour que le Venezuela puisse, en quelque sorte, retrouver de l'air, disons, au niveau du commerce, au niveau aussi de la dette vénézuélienne et toute une série de choses comme cela. Et donc, il a annoncé, le président Maduro, qu'il était d'accord pour relancer ces discussions avec les Américains, puisqu'il dit que ça fait 2 mois que ces derniers essayaient de manière discrète de rediscuter avec lui dans la perspective du 28 juillet. Et donc, il a annoncé qu'il était d'accord pour en parler. Alors, ça, c'est un fait nouveau. Il demande que les négociations soient publiques et non plus secrètes, et qu'elles permettent finalement de négocier cette levée des sanctions contre, en quelque sorte, une stabilisation, une normalisation de la vie politique au Venezuela. Donc ça, c'est un élément qui est nouveau. Il faut dire aussi que cet événement dans la bouche de Maduro a surpris un peu tout le monde, parce que pas beaucoup de diplomatie, de chancellerie étaient au courant, à commencer par la chancellerie européenne ou la française, qui en fait ne savaient pas que les Américains, encore une fois, avaient cette discussion bilatérale avec Maduro. Donc ça dit quelque chose aussi des rapports de Washington avec ses alliés sur la question vénézuélienne. Et puis, ce qu'on peut dire aussi, c'est que donc la campagne va commencer dans ce contexte-là, un contexte où le Venezuela a refusé ou a retiré son invitation, plus exactement, à une délégation de l'Union européenne pour venir observer les élections. Ça faisait partie des accords de la Barbade pour, en quelque sorte, superviser et vérifier que les élections se passaient bien. Le Venezuela a considéré que non, puisque l'Union européenne a maintenu des sanctions contre un certain nombre de dirigeants vénézuéliens et a réitéré ces sanctions. Caracas en a pris ombrage, et donc a dit que l'Union européenne n'aurait pas de délégation pour observer les élections, ce qui va être évidemment un objet et un enjeu pour leur reconnaissance à ces élections, qui est quelque chose qui va peser. En revanche, le centre Carter, qui est très connu et qui est respecté dans le monde entier comme centre d'observation des élections, enverra une mission pour observer les élections, qui sera une mission limitée, mais ils seront quand même sur place. Et donc toute la question sera de savoir si les résultats de l'élection seront, respectés par les uns et par les autres. Et alors là, la question est ouverte, puisqu'aujourd'hui, d'une part, il faut savoir, on est au Venezuela, que les enquêtes d'opinion, selon qu'elles soient données par des centres d'enquête proches du pouvoir ou proches de l'opposition, donnent des résultats quasiment diamétralement opposés, puisque quand on est sur des instituts de sondage proches de l'opposition,
On nous explique que M. González Urata va gagner avec 50 à 60% des voix contre M. Maduro qui n'en aurait que 20%. Et puis quand on regarde du côté des mêmes instituts mais qui sont plutôt proches du pouvoir, on nous donne les chiffres à l'envers, c'est-à-dire 55% pour Maduro et le reste derrière. Donc c'est totalement aujourd'hui impossible de savoir où se placer pour savoir qui peut l'emporter. Ça c'est un point qu'il faut avoir aujourd'hui en tête. Et puis enfin, il faut savoir que de cette élection du 28 juillet surgira un nouveau paysage politique au Venezuela, mais ça veut dire aussi qu'on saura un peu plus sur la suite de l'impact, des conséquences finalement de cette situation politique vénézuélienne dans le reste de l'Amérique latine, parce que cette situation vénézuélienne est quelque chose qui aujourd'hui divise évidemment les gouvernements selon qu'ils soient de gauche ou de droite en Amérique latine, et on sait qu'aujourd'hui la carte se complexifie. Ça reste un point de référence, un point d'ancrage des conflits entre la droite et la gauche, le rapport au Venezuela. Deux, parce qu'il y a derrière cela la question migratoire. On sait qu'un certain nombre de 5 à 7 millions de Vénézuéliens sont partis depuis 2014 dans le reste de la région, créant une situation tout à fait inédite en matière de migration dans toute la région, en particulier l'Amérique du Sud. Même si aujourd'hui on voit des mouvements de retour au Venezuela, en tout cas cette question-là, elle est sur la table. Elle est aussi sur la table aux États-Unis, puisque aujourd'hui parmi les migrants qui arrivent aux États-Unis, il y a un contingent de Vénézuéliens tout à fait important. Et donc c'est aussi une question qui pèse sur la politique intérieure américaine de ce point de vue-là. Donc selon les résultats de l'élection vénézuélienne, on aura des éléments de la vie régionale qu'on pourra réévaluer à la lumière des résultats. Et je parlais de reconnaissance, ce sera le premier enjeu, bien sûr. Rien n'est écrit aujourd'hui et de tous les côtés, puisque par exemple, le candidat Edmundo González Urata de la MUD, dont je vous parlais, ainsi qu'un deuxième candidat de l'opposition vénézuélienne, n'ont pas voulu signer un document que leur demande de signer le Conseil national électoral, qui justement les engage à reconnaître les résultats quels qu'ils soient. Et donc aujourd'hui on en est là, donc tout ça va nous donner un scénario d'une élection encore incertaine, et aujourd'hui personne ne peut dire ce qui va en surgir, mais en tout cas on a là les éléments de réponse sur les enjeux de reconnaissance, les enjeux aussi de stabilité de ce pays et de relations aux États-Unis dans le contexte géopolitique régional et international. Et bien sûr nous reviendrons en temps utile sur les résultats du 28 juillet.